Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 1er juin pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des dividendes. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera donc il y en a qui confondent encore profit et dividendes. Ouais, c'est un véritable leitmotiv en fait depuis 3 semaines, depuis le début de la publication des trimestriels, donc du T1 2017, de nous expliquer que, comme par une sorte d'enchantement, les profits progressent de 20% par rapport au premier trimestre 2016. Alors, pour tempérer un peu l'optimisme ambiant, déjà, commençons par remarquer que l'effet de base est très positif par rapport au premier trimestre 2016. Mais l'autre phénomène, c'est l'amplification de la générosité des entreprises qui distribuent de plus en plus de dividendes, enfin une fraction de plus en plus importante de leurs profits. Et c'est là qu'il y a cette illusion d'optique. Effectivement, les dividendes progressent peut-être de 20% par rapport au T1 2016, mais pas les profits. Comment voulez-vous que des profits explosent de 20% sur un an, alors que la croissance mondiale a progressé à un rythme de 3,5%, la croissance française à un rythme de 1,3%, et on va dire, pour arrondir et faire plaisir à tout le monde, qu'aux États-Unis, on était à plus 2. Donc, ne confondons pas, une nouvelle fois, les profits et les dividendes. Il n'y a pas de miracle. Enfin si, pour les actionnaires, il y a un miracle, c'est la générosité des entreprises. Mais comme on dit, c'est un one-shot. L'effet de base positif du premier trimestre, on ne le retrouvera pas, probablement pas, au second. Et puis aux États-Unis, on voit bien que la croissance n'y est pas, qu'elle ne redémarre pas, et que on peut avoir peut-être 5% de hausse des bénéfices en 2017, mais ce n'est pas ça qui va faire exploser la profitabilité des entreprises européennes. Il y a un autre phénomène sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est du côté de l'obligataire. On a vu se dessiner sur les 6 derniers mois une configuration en tête-épaule sur les taux. Alors, on a eu par exemple sur les OAT une première poussée à 0,50, puis une deuxième poussée vers 1. On est revenu, on a rebondi et on pourrait redescendre. Et cette fois-ci, si on était en dessous des 0,60, derrière, on verrait une nouvelle phase de détente de taux et donc de hausse symétrique du cours des obligations. On est vraiment tout près de ce qu'on appelle la ligne de coût, de la ligne de rupture. Alors ça sera évidemment un événement favorable pour les détenteurs d'obligations, avec un potentiel de gain important. Mais comment les marchés obligataires peuvent-ils d'un seul coup se mettre à progresser de la sorte? Alors soit parce que d'un seul coup les banques centrales nous expliquent que c'est plus le moment de monter les taux, ou qu'on va encore étendre les programmes de quantitative easing en eau limite, ad aeternam, ou alors il y a un événement négatif pour les marchés d'actions et on a une hausse de l'obligataire tout simplement par effet d'arbitrage. Mais si les banques centrales nous expliquent qu'il faut faire une pause dans la hausse des taux ou alors se montrer encore plus accommodant, ça veut dire en fait que cette croissance qu'on nous vend et qui aurait été à la base de l'explosion des profits au début de l'année, ce phénomène évidemment ne durera pas. On ne peut pas avoir les deux. Une politique monétaire accommodante parce qu'on anticipe une croissance désespérément faible, et puis nous dire de l'autre côté que les dividendes vont progresser de 20% cette année, c'est totalement antinomique. Donc si les marchés obligataires progressent, cela signifie que la conjoncture globale se dégrade. Et dans ces conditions, nous ne voyons pas les multiples continuer de baisser. Là aussi, on nous explique qu'avec cette hausse phénoménale des profits depuis un an, si on extrapole ça sur 4, 5, 6 trimestres, ça veut dire que les actions ne sont pas chères. Pas cher à 17 fois les bénéfices en Europe et pas cher à 29 fois les bénéfices aux États-Unis, il faudra qu'on nous explique. Alors là aussi,
il y a une escroquerie intellectuelle majeure de nous dire, bah si, achetez des actions européennes puisqu'elles ne sont qu'à 17 alors qu'aux États-Unis elles sont à 29. Ben oui, mais sauf que, regardez, trouvez-nous dans l'Eurostoxx 50 ou l'Eurostoxx 600 ou le CAC, trouvez-nous un Google, un Facebook, un Netflix, trouvez-nous des locomotives comparables à celles qui font monter le Nasdaq. Alors le Nasdaq 100 depuis le début de l'année, il est à plus de 14% et le Dow Jones, dont finalement le seul représentant des GAFA c'est Apple, vous avez une croissance de 5%. Donc on voit que toute la hausse du marché américain se fait par les titans des technos. Il n'y en a aucune en Europe. Donc retirez les GAFA ou les FANGA du S&P 500 et regardez le reste. Vous vous apercevrez que les capitalisations sont plus ou moins comparables et puis surtout, il y a toujours une prime, entre guillemets, en faveur des actions américaines par rapport aux européennes. Tout simplement parce que quand il faut soutenir le marché américain, vous le savez par cœur, eh bien, les gérants américains commencent à vendre en Europe pour ensuite rapatrier du cash et soutenir leur propre marché. C'est America First. Et là, on n'a pas attendu Donald Trump pour le faire. Donc, nous sommes bien sur des marchés très chèrement valorisés et avec en même temps une configuration sur les marchés obligataires qui laisse à penser qu'à un moment ou à un autre, eh bien, il pourrait y avoir un arbitrage au détriment des actions. Donc on n'est peut-être pas très très loin effectivement d'un point d'inflexion sur les marchés actions, mais avec toujours aucun signal. Alors la seule initiative que nous avons prise, eh bien, c'est de vous recommander l'achat d'ETF BER QID sur le Nasdaq. En fait, c'est même le Nasdaq 100 pour être très précis, et un Nasdaq 100 qui atteint des niveaux de valorisation qu'on n'a même pas connus pendant la bulle des dot-com. Alors, il n'y a pas de dot-com aujourd'hui dans le Nasdaq 100, c'est bien entendu, c'est bien pour ça que la comparaison est pertinente, c'est que si vous retirez les fameuses dot-com de l'an 2000, vous vous apercevez que le reste est beaucoup plus cher qu'en l'an 2000, tout simplement parce que vous avez ce fameux effet d'attraction que je vous expliquais la veille. Donc, voici les points à surveiller sur le CAC, sur le DAX, sur les indices US et enfin sur les marchés obligataires. Eh bien, c'est assez simple. Sur le CAC 40, si on casse 5230, on aura une accélération à la baisse. Sur le DAX, il faudrait casser 12300. Sur le S&P 500, il faudrait maintenant retomber en dessous des 2380. Alors vous me direz, c'est pas très loin, hein, mais cette marge de 1% de sécurité, pour l'instant, elle n'a jamais été compromise depuis le 24 avril dernier. C'est quand même un exploit. Sur le Dow Jones, retomber sous les 20 500, ce serait effectivement un signal de fragilité. Et puis sur les marchés obligataires, eh bien, si vous voyez le rendement de nos OAT retomber sous les 0,70, on aura une accélération à la baisse en direction de 0,35. Sur les Bund, ça sera la cassure des 0,28. Et sur les T-bonds américains, là on y est vraiment juste, on est à 2,20%. Si on enfonce les 2,20, ça veut dire que la Fed ne monte probablement pas ses taux et qu'à ce moment-là, il faudra se demander pourquoi. Et on peut avoir une détente des taux américains jusque vers 1,70, 1,75, ce qui signifie que par déduction, la conjoncture sera beaucoup moins porteuse pour les actions, d'où l'arbitrage que nous pourrions découvrir dans très très peu de temps. Donc nous maintenons bien notre conseil évidemment d'achat des ETF QID sur le Nasdaq 100.